Parce que s'il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui, c'est Léon Blum, en pensant qu'on a appelé Front Populaire une alliance électorale qui permettra de donner 300 circonscriptions à LFI. Ils reviennent sur les lois d'immigration qu'on a faites, qui permettent quand même de réguler et qu'on doit maintenant mettre en œuvre. Puis il y a des choses complètement ubuesques, comme par exemple aller changer de sexe en mairie. Bon, c'est pas ça le Front Populaire. Ça a un sens dans notre histoire, ça a un rôle, ça a une dignité, c'est pas ça. Et donc Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, contre le nouveau Front Populaire qui dénonce ce programme totalement immigrationniste et ubuesque en référence à cette possibilité de changer de sexe en mairie. Des propos tenus lors d'une visite sur l'île de Sein, dans le Finistère, pour les commémorations de l'appel du 18 juin. Les attaques du chef de l'État contre la gauche vont désormais au-delà du champ économique. Alors parlons vrai, Macron a-t-il stratégiquement raison d'être plus dur avec les promesses du nouveau Front Populaire qu'avec celles du RN? Est-ce qu'il peut attirer vers ses candidats aux législatives des électeurs de LR et du RN? Et à cette question, immigrationnisme trans, Macron opère-t-il un virage à droite? Vous dites non à 60%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour nous éclairer, Bruno Cotresse est avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Merci d'avoir accepté notre invitation, Bruno Cotresse. Pardon, Philippe Bilger, ce président. Emmanuel Macron, à mon avis, n'opère pas un virage à droite, mais un virage électoral. Il faut bien voir que depuis la soirée du 9 juin et l'annonce de la dissolution, on en a beaucoup parlé dans les vraies voix. Moi, je trouve qu'on a eu un climat délétère, presque shakespearien, où le président semblait avoir perdu la maîtrise des choses. Et j'analyse ce qui se passe maintenant comme une tradition. On n'a jamais eu un président de tous les Français, il faut être clair. Mais celui-là retrouve une forme de vigueur et naturellement attaque en forçant le trait sur différents points le nouveau Front Populaire. Ouais. Ça me paraît logique. Oui, stratégiquement, ça me semble cohérent. Il essaye effectivement de tirer la nappe vers lui pour faire en sorte que les électeurs, je dirais peut-être de centre droit, se reportent sur lui plutôt que sur le RN. Donc stratégiquement, il a raison. Après, c'est un peu odieux sur le fond, puisque finalement, je ne sais pas quelles sont ses convictions profondes. D'ailleurs, personne ne les connaît vraiment. Finalement, elles sont tellement évolutives, mais c'est pas en crachant sur des personnes qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas franchement d'intérêt en cause, surtout là dans les élections législatives en question, qu'il pourra s'élever un petit peu au-dessus de ces différents débats. J'ai l'impression qu'il se rabaisse encore plus. Il se rend compte, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, que sa décision a été quand même un peu irresponsable. Il a manqué de jugement, peut-être, je ne sais pas. Et donc voilà, là il essaye toutes les stratégies possibles pour revenir en arrière. Mais c'est un peu tard. Olivier D'Artigol. On s'en souvient, lors de la dernière campagne des présidentielles, Emmanuel Macron a fait avant le premier tour une campagne à droite et dans l'entre-deux tours une campagne à gauche. Cette élasticité, on la connaît. Mais le second quinquennat, dans sa première partie, a donc tiré vers la droite. Et puis moi, ce qui devient très difficile, c'est cette élasticité. Sur cette affaire de mairie, il faut le dire à nos auditeurs, il ne s'agit en rien de se lever un matin, d'aller en mairie et de dire « tiens, je veux changer de sexe ». C'est pas sérieux de parler comme ça. Il s'agit d'une simplification d'un processus qui est d'ailleurs lourd. Le président le sait parfaitement, puisqu'il défendait la position qui est aujourd'hui dans le programme du Front de Gauche. En 2022, ça a été dit tout à l'heure dans le magazine Tétu. Donc il sait précisément, il connaît parfaitement ce dossier-là. Mais donc il fait une opération politicienne qui sent pas très bon. C'est la première fois. Tout ça se retourne contre lui, alors qu'il était présent sur le matériel de campagne des candidats aux législatives de son rassemblement en 2017 et en 2022. Là, les candidats décident de se passer de lui. Bruno Cotresse, vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Macron, les réserves de voix de la majorité présidentielle, elles se situent où avant les législatives ? Il est bien évident que le chef de l'État essaye, toujours fidèle à sa stratégie centriste, d'attirer des électeurs de centre-droit. Donc il emprunte d'une certaine manière des thématiques qui veulent caricaturer le programme de la gauche. Mais il y a un deuxième objectif, peut-être encore plus important pour le chef d'État, essayer d'enfoncer un coin entre les différentes formations de la nouvelle coalition de la gauche et d'essayer d'attirer des électeurs de centre-gauche qui trouveraient qu'on pousse le bouchon trop loin à gauche sur un certain nombre de réformes
forme de société ou qu'on pousse le bouchon trop loin sur les questions socio-économiques, SMIC à 1600 €, abolition de la réforme des retraites, etc. Donc le chef de l'État est fidèle à sa stratégie. Il sait que peut-être la seule manière d'essayer de rattraper cette décision tellement explosive pour lui, eh bien, c'est d'essayer, une fois les élections passées, de ramener vers lui des électeurs et des députés des deux centres, centre-gauche et centre-droit. Projet peut-être ambitieux, mais en tout cas projet très aléatoire au moment où nous nous parlons. Et pour vous, Emmanuel Macron, il gouverne à droite ou à gauche? Venez nous le dire au 0826 300 300. Ah, c'est une... Alors nous, dans les enquêtes du CEVIPOF, on pose cette question depuis longtemps. Où est-ce qu'Emmanuel Macron se situe? On propose aux gens qui nous répondent à nos enquêtes une échelle qui va de 0 à 10, où 0 c'est le plus à gauche et 10 c'est le plus à droite. On demande aux gens où est-ce qu'il est Macron? Eh bien, vous savez, il est en moyenne entre 6 et 6,5, donc centre droit. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est que plus les électeurs sont à gauche, plus ils poussent Macron à droite, et plus les électeurs sont à droite, plus ils poussent Macron à gauche. Bien sûr. Philippe Bilger. Bruno, est-ce que, Emmanuel Macron a développé lors de sa conférence de presse le fait qu'il y avait deux blocs pour aller vite irresponsables, et certains analystes considèrent que, en effet, sur le plan économique, aussi bien le nouveau Front populaire que le Rassemblement national ne sont pas fiables ni plausibles. Est-ce que cette critique que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, à votre avis, est encore pertinente et surtout crédible dans la mesure où il ne parvient plus à offrir de manière cohérente sa parole aux Français qui en doutent de plus en plus? Eh bien, Philippe, le deuxième point que vous soulevez, c'est le point capital. Est-ce que c'est crédible? On voit que c'est difficile d'être crédible pour le chef de l'État. D'abord, il est au pouvoir depuis 7 ans. Donc, il est aussi comptable de la situation d'aujourd'hui. Et on sait que dans la situation d'aujourd'hui, il y a cette fameuse question des déficits et du niveau des déficits. On sait que le chef de l'État a pris des décisions au moment du Covid. Mais voilà, on a quand même un niveau de déficit très important. Il y a aussi aujourd'hui, vous avez vu, la Commission européenne qui s'est rappelée à notre bon souvenir et qui taxe la France en disant ça va pas les déficits français. On a eu la dégradation de la note de la France par l'agence Standard & Poor's, et donc il est un peu difficile pour le chef de l'État d'argumenter sur ce thème de l'irresponsabilité, parce que du côté des oppositions, on va lui renvoyer, on va lui dire finalement mais cette situation, c'est vous aussi qui en êtes comptable. Donc on voit que cet argument va sans doute compter dans certaines franges de l'électorat, mais je ne crois pas que ça fasse basculer les choses fondamentalement. Allez, direction le 0826 300 300, direction Brest avec Adrien, notre vraie voix du jour. Bonsoir Adrien. Bonsoir, rebonsoir. Bonjour. Alors, vous revoilà Adrien. Allez, une petite réflexion peut-être sur ce sujet. Adrien. Oui, je vous écoute. Non, je vous disais sur le sujet, est-ce que selon vous, Emmanuel Macron opère un virage à droite ? C'est un peu compliqué avec Monsieur Macron parce que en fait, un coup à droite, un coup à gauche. Après, il reste plus qu'à faire tourner les serviettes parce que à chaque fois, tout est contradiction avec ce monsieur. Ouais. C'est le en même temps. Ouais, en tout cas, je ne pense pas qu'à Macronie, en ce moment, l'ambiance soit aller faire tourner les serviettes. Mais en tout cas, il a joué. Vous savez, il a beaucoup installé ce duo avec Marine Le Pen et le RN depuis 2017. Laissant entendre que la Macronie était à elle seule le camp de la raison et que toute adversité politique était déraisonnable et disqualifiée. Et aujourd'hui, s'il est tombé d'une certaine manière dans son propre piège, il aurait dit après la décision d'Éric Ciotti de rejoindre le RN, donc c'est bon, entre moi et le RN, il n'y a plus rien. Et donc cette stratégie qui a visé à une forme de dépolitisation et un duo est aujourd'hui quelque chose de redoutablement dangereux pour lui et il me semble aussi pour le pays. Moi, j'ai toujours pensé que l'idéologie n'était pas une mauvaise chose en soi, qu'elle était même nécessaire, que c'était le ciment de toute conviction politique véritable. Sinon, on reste un technicien, un expert, on ne s'engage pas en politique. Il faut quand même des valeurs sur lesquelles on assoit un engagement. Et je trouve que le problème justement de Macron, c'est que finalement, son idéologie est variable. Elle peut passer d'un bout à l'autre, du X au Y, de A à B, du tout et son contraire. Et même de A à Z. Prenez par exemple la
la question du libéralisme. On avait l'impression, il y a encore quelques semaines, Bruno Le Maire avait été intervenu là-dessus, il voulait simplifier la vie économique, c'est l'échelle d'entreprise, etc. Donc plutôt une position libérale, qui, quoi qu'on en pense, est au moins compréhensible d'un point de vue intellectuel. Et là, on voit sur la question, on l'a vu tout à l'heure, des personnes trans, il voudrait finalement rendre les choses plus complexes, finalement, garder des garde-fous, etc. Donc j'arrive pas trop à le suivre. Sur la question de la dette, c'est pareil. Le quoi qu'il en coûte, c'est quand même bien lui qui l'a quand même qui l'a mis en œuvre. Il s'en est même enorgueilli d'une certaine façon. Et maintenant, il s'agirait de dire ah bah non, attendez, c'est irresponsable. Donc c'était irresponsable. C'est irresponsable pour les autres, mais pour lui, ça ne l'était pas. Moi, le quoi qu'il en coûte, il n'a jamais dit qu'il était irresponsable. Lorsqu'il dit que les programmes économiques à l'extrême gauche et au Rassemblement national ne sont pas fiables, on peut admettre qu'il a raison. Oui, c'est quand même difficile quand soi-même on a fait un quoi qu'il en coûte qui a été critiqué. On voit à peu près ce qui nous prévoit. D'ailleurs, ils sont obligés de se réunir à nouveau. Est-ce que vous ne pensez pas, Philippe, que le bilan en termes de compte public, parce que les 1 000 € de plus, 3 000 € de dette, dont 1 000 sous milliard. Oui, pardon, milliard. 3 000 € ça irait. Limite, on s'en charge. À 68 millions, ça irait. J'étais en train de me dire, il s'est passé quelque chose cette nuit. Je vous fais une Krasuki, allez, passons à autre chose. Mais les 1000 qu'il y a donc depuis son élection en 2017 ne recouvrent pas uniquement le Covid. Donc, bien sûr. Et ils ne peuvent pas donner des fonds. Surtout quand il a séché les recettes comme il a... C'est pas qu'un problème de dépenses, cher Philippe, c'est aussi un problème de recettes. Oui, mais tout ce qu'il dénonce n'est pas absurde. Voilà. Bruno Cotresse, maintenant vous savez que Jésus-Christ multipliait les pains et Olivier d'Artigol les milliards, je pense que ça va être dans un prochain travaux au CEVIPOF. Est-ce que ça montre pas les limites du en même temps ? Ah ben là, oui, aujourd'hui, on a touché d'une certaine manière, peut-être même, on a tous la même question. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la fin du en même temps macronisme, voire la fin, peut-être même du macronisme, hein, si Emmanuel Macron perd sévèrement les élections législatives, c'est une vraie question qui va se poser. C'est vrai que le chef de l'État, à un moment donné, notamment depuis qu'il a été réélu, a eu quand même beaucoup de mal à retrouver le chemin de ce en même temps de départ. Vous savez, et de gauche et de droite. Il a formé une équipe où les principaux ministres emblématiques, ceux qui le suivent depuis 2017, sont issus des Républicains. Il a pris un certain nombre de mesures qui ont été considérées par les électeurs de gauche comme des mesures de droite, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, la loi immigration. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça lui est très difficile de se retourner vers les électeurs de centre-gauche en disant « mais en fait, j'ai besoin de vous ». Donc on voit que c'est très 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 compliqué. Il s'est mis dans une équation très difficile, le chef de l'État, et qui va être pas simple du tout pour lui d'en sortir vainqueur. Ça c'est clair. Bruno, je retombe à nouveau dans mon défaut, faute de conviction, je fais de la psychologie. Au fond, j'ai entendu dire que Emmanuel Macron, par exemple, après la majorité relative, a eu un petit coup de mou, si vous me permettez l'expression. Après la déroute des européennes, il a une petite dépression, un découragement certain. Et que on affirmait que si les législatives l'entraînaient vers le fond, il serait peut-être capable d'aller vers une forme de démission. Vous y croyez ou pas ? C'est la question qu'on est très nombreux à se poser. Il est certain que si Emmanuel Macron perd ses élections législatives, et notamment s'il les perd de manière importante, imaginons par exemple que son mouvement politique finisse 3e de ces élections législatives, qui est aujourd'hui ce que racontent les sondages. Bon, c'est une défaite extrêmement sévère, mais surtout, c'est la 2e défaite en quelques semaines. Oui. Et la première défaite, c'était une défaite sur le thème principal d'Emmanuel Macron, où il joue normalement à domicile, l'Europe. Donc ça fait beaucoup au plan symbolique, et c'est vrai que 2 défaites de suite en quelques semaines pour l'exécutif, ça sera un message terrible que lui renverrait le pays, et quelles que soient les solutions politiques, institutionnelles que le chef de l'État trouverait au lendemain de ces élections législatives, il sortirait de tout ça très 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 affaibli. Ça dépendra bien sûr du résultat. Si son mouvement politique finalement redresse la tête et arrive à mieux s'en tirer que ce que les sondages
sondages disent aujourd'hui, le chef d'État va retrouver des marges de manœuvre. Mais là, au jour d'aujourd'hui, avec les données dont on dispose, il faut être prudent, c'est dans une dizaine de jours les élections. Là, il en sortirait très affaibli, incontestablement. Alors la psychologie, vous savez, Philippe, la psychologie des dirigeants, elle est souvent un peu ambiguë. Ils se sont tellement battus pour avoir le pouvoir, ils n'ont pas envie de le quitter non plus. Et pour le moment, le chef de l'État n'a pas donné de signe. Au contraire, il n'a cessé de réaffirmer qu'il se maintiendrait à l'Élysée. Eh ben, vous voyez, moi, j'ai la main sur le qui c'est qui l'a dit. Je peux faire gagner ou perdre des gens, donc je ne vais pas le lâcher. Merci beaucoup, Bruno Cotresse, d'avoir été avec nous, politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec ce fameux quiz de l'actu dont l'Europe et le monde nous ont invités. L'univers.